Bonjour, cette vidéo est la deuxième et dernière partie de la leçon intitulée « Conduite en charge ». Elle fait partie de la série de vidéos du cours d'hydraulique. Dans la vidéo précédente, les régimes d'écoulement stationnaires qui peuvent avoir lieu dans des conduites ont été caractérisés, puis la charge hydraulique a été définie. Elle correspond à la densité d'énergie en une section donnée d'une conduite. C'est aussi la hauteur qu'atteindrait un jet vertical issu de cette section. Nous allons maintenant nous intéresser spécifiquement aux pertes de charge régulières, puis aux pertes de charge singulières. Mais avant de commencer, voici une question. Dans ce dispositif, les tubes verticaux sont en contact avec l'atmosphère par leur extrémité haute. Durant la vidange, le liquide remonte dans ces tubes. En cours de vidange, je vais pincer partiellement le tuyau horizontal entre le deuxième et le troisième tube. La hauteur de liquide dans les tubes verticaux va donc évoluer. Et dans quel sens? Le liquide va monter dans chacun des tubes, réponse 1. Le liquide va descendre dans chacun des tubes, réponse 2. Le liquide va remonter avant le pincement et descendre après le pincement, réponse 3. Le liquide va descendre avant le pincement et remonter après, réponse 4. Je vous laisse réfléchir un petit instant et je vous donnerai la solution en fin de vidéo. Passons maintenant à la troisième partie de la leçon. Considérons un écoulement permanent et incompressible dans une conduite rectiligne de section constante. La vitesse moyenne du fluide est la même d'une section à l'autre. Les forces de frottement résultant de la viscosité du fluide entraînent une perte de charge d'une section de l'écoulement à l'autre. Cette perte de charge, qui se développe régulièrement le long de la longueur de la conduite, est appelée perte de charge régulière ou linéaire. Elle est proportionnelle à la distance séparant les deux sections considérées. Delta H linéaire est égal à J fois L, où J est le coefficient de proportionnalité, et L est la distance séparant les deux sections. J est donc une perte de charge par unité de longueur et porte le nom de perte de charge linéique. Les dimensions de delta H linéaire et de L étant toutes deux une longueur, la perte de charge linéique est une grandeur sans dimension. J change avec le débit et dépend des caractéristiques de la conduite. Il est souvent pratique d'utiliser le coefficient de perte de charge linéaire, lambda, qui est défini par J égale lambda multiplié par la vitesse moyenne au carré et divisé par D fois 2G, où D est le diamètre de la canalisation. Lambda est un paramètre sans dimension. Dans cet exemple, un tuyau horizontal débite à l'air de l'eau avec un débit égal à 1 litre par seconde à travers un orifice terminal de plus petit diamètre. On néglige dans un premier temps les pertes de charge et l'on demande de calculer la pression effective à appliquer à l'entrée du tuyau. Nous allons calculer les vitesses du fluide en A et en B. La vitesse en A est égale au débit en A divisé par la section en A. On obtient donc cette expression et une vitesse qui est égale à 3,18 mètres par seconde. On a pris soin de convertir le débit en mètres cubes par seconde et de mettre les diamètres en mètres. De même, pour la vitesse en B, on trouve une vitesse de 50,9 mètres par seconde. Nous allons maintenant appliquer le théorème de Bernoulli entre les points A et B. On écrit la forme générale du théorème de Bernoulli ici. Les vitesses VA et VB ont été calculées précédemment. La pression à la sortie en B est égale à la pression atmosphérique. Elle est donc connue. Les cotes des points A et B sont les mêmes puisque le tuyau est horizontal. Ces simplifications permettent de calculer la pression effective en A, qui est la différence entre la pression en A et la pression atmosphérique, et l'application numérique, puisqu'on connaît la masse volumique qui est égale à 1000 kg par mètre cube et que les vitesses ont été calculées, la pression effective en A est égale à 1,3 fois 10 puissance 6 pascal. Voyons maintenant la deuxième question, où l'on demande de calculer la pression effective en A en présence de perte de charge linéaire
avec un coefficient de perte de charge linéaire égal à 0,4. La valeur de la perte de charge se calcule à partir du coefficient de perte de charge linéaire lambda. On trouve une perte de charge linéaire entre A et B égale à 103,2 mètres de colonne d'eau. On applique l'équation de Bernoulli généralisée entre les sections A et B. L'expression se simplifie, on obtient que la valeur de la pression effective en A est la même que précédemment, sauf que un terme faisant intervenir les pertes de charge a dû être rajouté. L'application numérique donne une pression effective en A, cette fois égale à 2,3 fois 10 puissance 6 pascal. Dans cet exemple, la valeur du coefficient de perte de charge linéaire a été donnée. Nous allons maintenant voir comment le calculer. En régime laminaire, c'est-à-dire pour des nombres de Reynolds inférieurs à environ 2000, le coefficient de perte de charge linéaire est donné par la formule de Poiseuil. Lorsque le liquide est de l'eau, un nombre de Reynolds inférieur à 2000 correspond souvent à un diamètre de conduite inférieur au centimètre et à des vitesses d'écoulement assez lentes, inférieures à quelques dizaines de centimètres par seconde. Dans les applications liées au génie civil, on rencontre plus souvent des régimes d'écoulement turbulents. En régime turbulent, et dans des conditions standards, le coefficient de perte de charge linéaire est solution de l'équation de Colebrook, qui fait intervenir la rugosité de la paroi. Cette formule n'est pas très commode, car le coefficient de perte de charge linéaire lambda apparaît à la fois dans le membre de gauche et le membre de droite. On emploie donc souvent des formules approchées, beaucoup plus pratiques, comme la formule de Blasius, pour des conduites lisses lorsque le nombre de Reynolds reste modéré. La dernière partie de la leçon porte sur les pertes de charge singulières. Ces pertes de charge résultent de modifications géométriques de la conduite, comme un coude, un élargissement, un rétrécissement, un clapet, un raccord, etc. On les écrit sous la forme ΔH singulier égale K fois V moyenne au carré divisé par 2G. Le coefficient K est le coefficient de perte de charge singulière. Il dépend de la géométrie de la singularité et il s'agit d'un paramètre sans dimension. Voici quelques exemples pour lesquels la formule du coefficient de perte de charge singulière a été établie en régime turbulent. Dans le cas d'un élargissement brusque, K est égal à 1 moins le rapport du carré des diamètres, le tout au carré. La formule est un petit peu plus compliquée dans le cas d'un rétrécissement. Il existe différentes formules approchées pour les coudes, selon que l'angle du coude soit arrondi ou vif. Dans le cas d'un diaphragme, c'est-à-dire d'une section au centre de laquelle se trouve un orifice de diamètre inférieur à celui de la conduite, l'expression de K est assez simple, modulo un paramètre ajustable appelé facteur de contraction. Ce facteur de contraction dépend à la fois de la nature de la canalisation et de la nature du diaphragme. Avant de nous quitter, revenons à la question du début. Je pince le tuyau et on constate que la bonne réponse est la réponse 3. Le liquide remonte dans les tubes situés avant le pincement et descend dans les deux autres tubes. La différence de niveau est donc plus marquée. Cela est dû à la perte de charge singulière provoquée par le pincement. La différence de charge entre le deuxième et le troisième tube est plus grande avec le pincement. Comme les vitesses d'écoulement sont dans chaque cas les mêmes en amont et en aval, tout comme la cote dans le tuyau horizontal, la variation de la charge se traduit par une différence supplémentaire de la pression au niveau du bas des tubes verticaux, et donc à une amplification des différences de niveau dans ces tubes. Merci d'avoir suivi cette leçon, et à bientôt.